poursuivre la lecture de ce livre, les 34 petits et grands secrets de l'univers. Par le grand et l'unique Théo Drieux alias Balade mentale. Alors, si je vous lis encore des petits chapitres de ce livre, c'est que j'ai pu, parce que j'ai demandé l'autorisation à Balade mentale de pouvoir lire quelques petits passages de son livre en vidéo, et il m'a dit oui il y a quelque temps. Je vous avais fait une première vidéo, c'était une sorte de podcast si je me souviens bien, et là je reviens avec quelques petites autres parties de son livre. Et quoi dire d'autre? Donc je vous invite à, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur ce livre, je vous invite à regarder eh bien la première vidéo, même si chaque secret n'est pas lié les uns avec les autres, ainsi quoique oui, évidemment, parce que ça traite de l'univers, mais vous pouvez aller quand même regarder là. Ah, les glouglous sont de retour. Vous pouvez aller regarder la première vidéo après celle-ci, ou quand vous le souhaitez. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber parce qu'il est quand même assez épais ce livre. Je vais faire un peu de place parce que c'est le bazar en face de moi. Attendez 2 minutes. Hop. Évidemment, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais... Alors, donc... quoi vous dire d'autre? Oui, je vais quand même vous lire... Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, je ne vois rien du tout. Quand le monde a-t-il commencé? D'où venons-nous? Quelle est la probabilité de notre propre existence? À quelle vitesse vont nos pensées? Comment fonctionne l'intérieur de nos têtes, des étoiles ou des planètes? Dans ce cabinet de curiosité scientifique où se mêlent poésie, science et philosophie, Théo Drieux nous livre 34 secrets d'une nature à l'imagination débridée. Grâce à des jeux graphiques et de nombreuses anecdotes, il lève le voile sur les mystères du cosmos, sur les lois qui gouvernent la matière, sur la vie ou sur le temps qui passe en remontant à nos origines. Et quand il raconte notre avancée vers la mort, c'est pour nous faire comprendre qu'il s'agit de remplir au mieux notre vie ici et maintenant, instructive et jubilatoire. Théo Drieux est médiateur scientifique et le co-créateur de la chaîne YouTube Balade mentale aux 500 000 abonnés. Et depuis, il a passé le 1 million d'abonnés.
Voyageons ensemble dans l'univers et le cosmos lointain. Voyageurs immobiles. Bon, je viens de manger, alors si je mange pas, j'ai le ventre qui gargouille. Et si je mange, j'ai aussi le ventre qui gargouille. Bon, concentration. C'est un peu étrange quand on y pense, mais si vous êtes en train de lire ce livre en Europe, alors vous vous éloignez actuellement de l'Amérique du Nord à raison de 2 petits centimètres par an. Cette vitesse difficile à observer vous est donnée par le mouvement des plaques tectoniques qui imperceptiblement ouvrent l'Atlantique et éloignent le vieux continent du nouveau à une vitesse équivalente à la moitié de celle à laquelle poussent vos ongles de main. Quant aux habitants des Philippines, au terme d'une année passée à rester au même endroit sans bouger, ils se sont éloignés de 9 cm de l'Amérique du Sud, une vitesse équivalente à la moitié de celle à laquelle poussent vos cheveux. Si ces vitesses sont trop petites pour être perçues dans notre quotidien, il en est d'autres qui pourraient faire passer les plus véloces des voitures de course pour des escargots arthritiques et qui pourtant sont tout aussi imperceptibles que les premières, à l'exception des occasionnels tremblements de terre. Ce sont les vitesses auxquelles nos têtes et nos corps tournent autour de l'axe de rotation de la Terre. Pour accomplir un tour du monde sans bouger son petit doigt, il vous suffit de rester là. Alors là, moi je comprends rien du tout parce que bon, je vais le laisser ça. Désolée pour la coupure. Mais il n'y a personne chez moi, donc c'est très bizarre ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a des... Alors c'est plus Halloween, mais apparemment j'ai un fantôme chez moi. Bon. Attendez, il faut que j'aille voir. Bon, eh bien je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Dans ma salle de bain, il y a des pots qui sont tombés tout seuls. Voilà. Bon, alors reprenons. Désolée pour cette petite aparté que je vais laisser au montage parce que ça vaut bien le détour d'avoir un fantôme chez soi après Halloween. Reprenons. Pour accomplir un tour du monde sans bouger son petit doigt, il vous suffit de rester là, que vous soyez assis, le séant confortablement ancré dans un fauteuil, ou encore debout immobile pour effectuer un tour du monde. Il vous suffit simplement de patienter 24 heures. Cependant, votre vitesse relative à l'axe de rotation de la Terre dépend de la distance que vous avez à parcourir chaque jour pour revenir au même endroit. Ainsi, en habitant à Lille, vous vous déplacez de 295 mètres par seconde autour de l'axe de rotation de la Terre. Un peu plus au sud, les Parisiens fusent à 307 mètres par seconde, une vitesse 30 fois supérieure à celle d'Usain Bolt lorsqu'il pulvérisa le record du 100 mètres. Quant aux Marseillais, leur vitesse de 338 mètres par seconde leur permet de boucler les 26 800 km qui les séparent d'un tour complet en une journée. À ce petit jeu, les êtres humains les plus rapides sont évidemment ceux habitant le long de l'équateur, qui bouclent les 40 075 km qui les séparent d'un tour complet en se déplaçant à 465 mètres par seconde, soit 1670 km par heure. Cette vitesse supérieure à celle du son dans l'air n'en reste pourtant pas moins dérisoire comparée à celle de notre vaisseau
bougez pas le petit doigt. Posez vos pouces de chaque côté ici et là et cramponnez-vous. Félicitations, au cours de la seconde qui vient de s'écouler, vous vous êtes déplacé dans l'espace de 30 km autour du Soleil. Cette vitesse phénoménale vaut pour ce livre comme pour vous et tout ce qui se trouve sur Terre ou gravite autour actuellement. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée et voilà que vous venez de renouveler l'expérience en vous retrouvant de nouveau 30 km plus loin dans l'espace. Depuis que vous avez entamé la lecture de ce chapitre, filant 30 fois plus vite qu'une balle de fusil, vous avez parcouru 2700 km autour du Soleil. La prochaine fois que quelqu'un vous traite de fainéant ou se pavane au volant d'une Ferrari, faites-lui poliment remarquer que vous vous déplacez sans effort 45 fois plus vite qu'un avion de chasse autour du Soleil. De ce point de vue-là, il est amusant de penser que lorsque vous soufflez une bougie d'anniversaire, vous célébrez en réalité le fait d'avoir effectué un tour complet, long de 970 millions de kilomètres autour de votre étoile, passant un an arrimé à votre planète et voyageant comme elle à la vitesse ahurissante de 107 000 km/h autour du Soleil. Plus précisément, notre planète se déplace sur son orbite autour du Soleil à la vitesse moyenne de 107 218,8 km/h. Cependant, ce voyage ne s'arrête pas là, car notre planète est elle-même liée par la force de gravitation au Soleil, qui lui non plus n'est pas immobile, et tourne à son tour autour du centre de notre galaxie. Ainsi, la Terre, comme tous les objets situés dans la sphère d'influence gravitationnelle de notre étoile, est passagère d'un vaisseau gigantesque. Le système solaire qui se déplace autour du centre de notre galaxie, 640 fois plus rapide que le son. Là, maintenant, vous vous déplacez à 220 km à la seconde, ou encore 790 000 km/h autour du centre galactique. Pour tenter de vous représenter cette vitesse prodigieuse, qui est près de 2 fois plus rapide que celle d'un éclair, dites-vous qu'en l'espace de 25 minutes, vous avez parcouru autour du centre de notre galaxie une distance équivalente à celle séparant notre planète de son satellite. La conséquence un peu étrange de tout ceci, c'est que tout ce qui a lieu sur Terre s'est en fait déroulé dans une autre région de l'espace que celle où vous êtes maintenant. Dans un endroit qui est à la fois derrière vous dans le temps mais aussi dans l'espace. Ainsi, nos dates d'anniversaire, qui comptent les nombres de tours effectués autour du Soleil depuis notre présence sur Terre, comptent aussi des distances parcourues dans l'espace. En prenant pour référence le centre de notre galaxie, le temps de lire cette phrase, vous serez déjà 800 km plus loin dans l'espace que lorsque vous l'avez commencé. Imaginez un endroit situé à 220 km de chez vous, comptez une seconde et vous êtes arrivé. Une seconde de plus et vous êtes de nouveau à 220 km plus loin. Ainsi, si on considère à la louche, l'unité de louche se mesurant grosso modo au pifomètre, qu'il vous a fallu 5 minutes depuis le début du chapitre pour arriver à cette phrase, alors le début de votre lecture se situe à 66 000 km d'ici, derrière vous, ailleurs dans le cosmos, en prenant toujours comme référence notre mouvement autour du centre galactique. En jouant avec cette idée, on peut ainsi s'amuser à placer derrière nous, dans l'espace, des événements passés. Les pyramides de Gizeh, édifiées il y a 4500 ans, l'ont aussi été quelque part à 30 milliards de kilomètres de nous. Quant à l'invention de l'agriculture, elle se situe à peu de choses près à 10 années-lumière de distance dans le cosmos. La puissance de cette idée est que lorsque quelque chose de désagréable vous arrive, dites-vous que cet événement est déjà plusieurs kilomètres derrière vous. Sauf que notre système solaire est lui aussi embarqué dans un vaisseau encore plus grand, la Voie lactée. Car notre galaxie se déplace dans
croisière actuelle d'environ 130 km par seconde qui l'a fait plonger en direction de la galaxie d'Andromède. Or, ces deux galaxies ainsi qu'un grand nombre de leurs voisines foncent à leur tour à près de 600 km par seconde, soit quelques 2,1 millions de kilomètres par heure en direction d'une étrange région du ciel baptisée le Grand Attracteur. Les secondes s'égrènent et vous restez là sans bouger en prenant grand soin de ne pas lever le petit doigt. Pourtant, chaque fois que vos paupières s'ouvrent et se ferment, le temps d'un seul battement de cils, vous avez parcouru près de 6 km à travers l'espace en direction du Grand Attracteur, en vous déplaçant 6 fois plus rapidement que la foudre sur Terre. Un clignement typique se déroule dans un délai compris entre 100 et 150 millisecondes. Depuis le début de ce chapitre, c'est 65 fois la distance qui sépare Los Angeles de New York que vous avez comblé en direction de cette région du ciel lointain, soit près de 250 000 km en 7 minutes. Dès lors se pose la question de savoir pourquoi nous ne ressentons pas les effets de ces vitesses faramineuses dans nos vies de tous les jours. Pourquoi n'avons-nous pas les cheveux ébouriffés et le visage crispé par ces vitesses supersoniques? L'explication se trouve dans le fait que tout ce qui vous entoure, depuis votre chat paresseux qui lézarde sur votre canapé jusqu'à l'inspecteur des impôts, se déplace aussi à ces vitesses. Tout ce qui se trouve sur Terre et qui gravite autour se déplace bien 80 fois plus rapidement que le sang dans l'air autour du Soleil. Ce livre, votre belle-mère ou encore l'atmosphère terrestre ont eux aussi cette vitesse et vous accompagnent dans ce mouvement. Nous sommes tous emportés par le vaisseau Terre dans sa course autour du Soleil. Ainsi, toutes les vitesses dont nous venons de parler, vous les aviez déjà dans le ventre de votre maman et êtes en quelque sorte né à 30 km par seconde autour de votre étoile. Et c'est parce qu'elles sont quasiment constantes, qu'aussi ahurissantes soient-elles, vous n'en ressentirez jamais les effets. Vous pouvez relâcher votre prise et desserrer vos mains. Vous ne risquez plus rien. En réalité, étant donné que tout est en mouvement, quand on parle de déplacement, il faut toujours se demander par rapport à quoi on se déplace. Vous êtes assis, immobile, et votre vitesse est de 0 par rapport à votre fauteuil. Mais vous vous déplacez toutes les deux à 2,1 millions de kilomètres par heure en direction du Grand Attracteur. Si vous demandez à un astronaute lors d'un lancement de vous donner sa vitesse, il vous la donnera par rapport au pas du tir duquel sa fusée a décollé. Mais une fois dans la Station Spatiale Internationale, il calculera celle-ci à partir d'un point fictif situé au centre de la Terre. Lorsque vous vous faites arrêter pour excès de vitesse, c'est pour vous être déplacé trop rapidement relativement au plancher des vaches. Et l'agent qui vous verbalise se déplace tout comme vous à 790 millions de kilomètres par heure autour du centre de notre galaxie. Faites-lui remarquer, il devrait apprécier l'idée. Dit autrement, une vitesse est toujours relative. On ne la ressent que lorsqu'on qu'on en change, quand on accélère ou décélère. En roulant à 50 km par heure en voiture, sans ceinture, le danger ne provient pas de la vitesse elle-même, mais des effets possibles de sa variation. Des effets bien connus de John Paul Stapp, l'être humain qui s'est montré le plus zélé dans l'étude des conséquences sur le corps humain de variations brutales de vitesse. Au cours des années 50, ce docteur en biophysique donna littéralement de sa personne pour tester les limites de résistance d'un organisme soumis à des accélérations et décélérations proprement délirantes. Se portant cobaye volontaire pour faire avancer à grande vitesse les connaissances en matière de sécurité aéronautique, John Paul Stapp mit notamment au point avec ses collègues ingénieurs une sorte de bobsleigh posé sur rail à l'arrière duquel on avait greffé toute une batterie de surpuissants moteurs de fusée. En 1954, sanglé à la fusée sur rail, John Paul passe de 0 à 1017 km par heure en 5 secondes et de 1017 à 0 en
1,4 secondes au point de subir une décélération de 46,2 G. En guise de séquelles, il aura quelques côtes brisées et gardera des troubles de la vision toute sa vie. Le bougre vécut tout de même jusqu'à l'âge de 89 ans. Ses travaux de recherche qui peuvent prêter à rire furent pourtant le point de départ des essais à l'aide de mannequins qui permirent aux ingénieurs de construire des véhicules plus sûrs. Après tous ces déplacements mouvementés, je vous laisse tourner la page tout en continuant votre course folle autour de l'axe de rotation de la Terre, tournant elle-même autour du Soleil qui nous emporte autour du centre de notre galaxie, elle-même lancée dans une danse étrange avec les galaxies voisines, elle-même en train de plonger en direction du grand attracteur. Chapitre suivant. J'espère que vous êtes toujours bien installés et que vous n'avez pas trop le vertige avec toutes ces données de vitesse. En tout cas, on continue dans la vitesse. Les grandes vitesses du minuscule cette fois-ci. Prenons le temps de nous poser quelques instants pour partir à la découverte des vitesses qui ont cours à l'échelle du monde microscopique. Intuitivement, on est tenté d'imaginer le domaine de l'infiniment petit comme n'étant pas particulièrement véloce. Quand on y pense, les atomes d'une cuillère à café, comme tous ceux de votre table à manger, semblent être figés sous une forme immobile. Quant à ceux qui se trouvent dans l'air, ils doivent certes se déplacer, mais notons que par temps calme, personne n'a jamais vu de tempête se déclencher comme par magie dans son salon. Cependant, si on pouvait y regarder de plus près, on verrait que les molécules qui constituent l'air qui nous entoure se déplacent bien plus rapidement que les plus véloces de nos voitures de course. On a ainsi pu calculer que dans de l'air à 27 degrés et à une pression équivalente à celle du niveau de la mer, les molécules de diazote et de dioxygène se déplacent à une vitesse moyenne d'environ 1800 km/h. Évidemment, il est impossible de connaître précisément la vitesse de chacune des 10 milliards, 10 puissance 19 de molécules qu'on trouve dans un simple centimètre cube d'air. D'autant que toutes s'entrechoquent et se télescopent continuellement. Certaines d'entre elles ont très certainement des vitesses proches de zéro, tandis que d'autres peuvent se déplacer bien plus vite que la moyenne. Toutes ne gardent leur vitesse que sur de très courtes distances jusqu'à ce qu'elles rencontrent d'autres molécules et influencent ou modifient leur vitesse respective en se perturbant et en se frôlant. Toujours est-il que les molécules d'air de l'habitacle d'un avion de ligne ont en moyenne sur de courtes distances des vitesses près de 2 fois plus importantes que celles de l'avion lui-même. Qu'est-ce qui donne à ces molécules ces vitesses phénoménales? Tout simplement leur agitation thermique, car la température d'un objet n'est en réalité rien d'autre que la mesure de la vitesse moyenne de l'agitation des atomes et des molécules qui le composent. Dit autrement, la température d'un corps dépend du degré d'agitation de sa matière, et lorsque sa matière est élevée, cela signifie qu'à l'échelle microscopique, ces molécules sont fortement agitées et possèdent sur de courtes distances des vitesses considérables. C'est pourquoi le moindre objet qui vous entoure, qu'il soit sous forme gazeuse, liquide ou solide, n'a pas à rougir de sa vélocité, tout du moins si on l'observe au niveau des éléments atomiques qui le composent. Au premier abord, une telle affirmation peut sembler étrange. Pourtant, de l'air à 30 degrés gigote considérablement plus à l'échelle microscopique que ne le fait de l'air à 15 degrés. Ainsi, si vous pouviez littéralement voir les atomes qui constituent une pièce métallique chauffée au rouge, vous les trouveriez en train de vibrer sur de petites distances, effectuant de véloces va-et-vient tout en restant liés les uns aux autres.
Si ces mouvements mesurables au moyen d'ingénieuses machines restent invisibles pour nos yeux, ils peuvent cependant être ressentis. En posant par inadvertance les doigts sur une pièce de métal chauffée, nous nous brûlons car les atomes de cette dernière bougent beaucoup et transmettent par contact une partie de leur agitation effrénée aux molécules de nos doigts qui peuvent se déstructurer, se déliter et finir par tuer nos cellules de l'intérieur, comme l'agitation qui leur est communiquée est trop importante. Non, lorsque l'agitation qui leur est communiquée est trop importante. De ce point de vue, il est touchant de penser qu'en apposant vos doigts sur ces pages, vous rendez le mouvement des molécules qui forment ces feuilles de papier légèrement plus vigoureux, au point de contact et à proximité. A l'inverse, en stockant cet ouvrage dans un congélateur, vous les calmeriez en limitant leur vitesse de déplacement et de vibration. Est-il possible de ralentir le mouvement constituant le papier de ce livre au point de lui faire atteindre un état d'immobilité totale? Théoriquement, oui, car il existe une température minimum au-delà de laquelle il n'est plus possible de descendre. Cette température est dite du zéro absolu, une valeur qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Dans notre échelle de mesure quotidienne, et peut aussi être noté 0 degré Kelvin. En pratique, cela reste très compliqué. Certaines expériences menées en laboratoire arrivent à s'approcher de cette température le temps de quelques secondes sur des échantillons de très petites quantités de matière. Étant donné qu'il n'est pas possible qu'il y ait moins de mouvement que pas de mouvement, aucun objet ne pourra jamais être plus froid que cela. Vous pouvez maintenant ressortir ce livre de votre congélateur car il est temps de l'envoyer dans le futur. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, ma foi, très intéressante. Encore plein de savoir et de connaissances. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre parce qu'il est incroyable. Il est, comme vous avez pu le sentir, je trouve que Théo a une certaine manière d'écrire incroyable, très fine, très claire, très précise. Et on comprend des choses que peut-être on ne comprendrait pas en regardant une vidéo ou en lisant un article scientifique. Et avec lui, je comprends tout. Donc si je comprends, vous pouvez comprendre aussi. En tout cas les amis, j'espère que ça va pour vous, que vous êtes